Parce qu'un distributeur, il ne crée rien. Il ne crée rien. C'est-à-dire que le maillon agricole travaille, s'occupe des cheptels, s'occupe des bêtes, du végétal, H24, prend le risque sanitaire, prend le risque environnemental, prend le risque financier, transfère ce risque aux industries agroalimentaires. Les industries agroalimentaires travaillent les produits de l'autre côté et ensuite le distributeur va recevoir les produits 2-3 jours dans ses magasins. Ce qui pose problème, effectivement, c'est que des centrales d'achat, 6 super centrales d'achat en France, des centrales d'achat européennes, on en parlera peut-être après, elles constituent finalement une gare de triage dans laquelle ils vont trier des produits et exiger d'avoir ces produits dans les volumes qu'ils souhaitent et dans les prix qu'ils souhaitent. Et ça pose un problème parce que 325 000 agriculteurs sont confrontés à ce problème. 325 000 agriculteurs qui vendent à 2300 coopératives et 18 000 entreprises de l'agroalimentaire. Une soixantaine de multinationales, mais au bout, il n'y a que 6 centrales d'achat de la grande distribution qui eux-mêmes vendent à 68 millions de clients. Les comptes sont vite faits, c'est-à-dire que celui qui tient la place du milieu, là où est le goulet d'étranglement du sablier, il vend à 68 millions, il a des milliers d'acheteurs. On appelle ça, nous, un oligopole bilatéral à frange non concurrentielle. C'est la meilleure place pour être sur le marché. C'est-à-dire que vous pouvez faire des marges à l'achat, vous pouvez faire des marges à la vente. Vous pouvez déporter vos marges comme vous le voulez. Mais au bout du compte, vous serez toujours le vainqueur. Mais les chiffres sont très clairs. C'est que dans ce pays, on vit dans un pays où le consommateur doit savoir que pour 100 € alimentaires dépensés, il n'y a que 8 € qui reviennent à l'agriculture. Et d'un côté, on va demander aux agriculteurs d'être toujours plus verts, d'encaisser toujours plus de normes, alors même que seuls 8 € sur 100 dépensés par le consommateur arrivent finalement dans les exploitations agricoles. Et donc aujourd'hui, il n'y a pas assez d'euros dans les cours de ferme pour garantir notre sécurité, notre souveraineté alimentaire. Et notre souveraineté alimentaire, elle ne peut pas tenir quand le socle agricole est en train de mettre un genou à terre. Et un genou à terre, ça veut dire qu'en 10 ans, on a perdu plus de 100 000 agriculteurs. Aujourd'hui, 325 000 agriculteurs actifs. Jusqu'où? Et on voit très bien que nos productions de volailles aujourd'hui, notre filière avicole, on voit bien que notre filière aujourd'hui en poule pondeuse, on voit bien en bovin, on voit bien en porc, que nos niveaux de production ont du mal à augmenter. Pour beaucoup de raisons, c'est polyfactoriel. Mais il y a une raison en particulier qui fait que les agriculteurs ont mal au cœur, c'est qu'aujourd'hui, on peut tout ramener à un problème de revenus. Et aujourd'hui, ils n'ont pas la valeur ajoutée qu'ils méritent. Pourquoi? Parce que dans le fond, la loi aussi est mal faite, mais il n'y a pas que la loi. Il y a aussi un rapport de force insupportable qui se joue lors de ces 8 semaines dans lequel, en fait, industriels et distributeurs vont discuter. Et au bout du compte, le distributeur, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas accepter le plan tarifaire. Les négociations commerciales 2026, qui se sont terminées au 1er mars, ont été catastrophiques. Catastrophiques pour les coopératives agricoles qui s'en reviennent expliquer aux agriculteurs qu'elles n'ont pas eu les augmentations tarifaires qu'elles souhaitaient. Alors évidemment, c'est le désarroi. Et on n'est pas sans savoir que depuis 2023, 2024, 2025, le monde agricole sort des fermes pour exprimer sa colère. Et dans sa colère, aujourd'hui, il y a une question au-delà des normes, au-delà de l'application des normes, qui est celle du revenu. Et quand on regarde aujourd'hui ce revenu agricole, d'une manière ou d'une autre, nous consommateurs, on en est responsables. Parce qu'au-delà des 100 € alimentaires, il y a 8 € qui reviennent à l'agriculteur. Les industries agroalimentaires, c'est 15 €. Ça signifie que ceux qui travaillent, ceux qui prennent les risques, ont moins d'un quart de la valeur ajoutée. Ça veut dire que 75% de la valeur ajoutée est résolue en aval, est touchée en aval. Par qui? Déjà par nos importations. Il faut payer les importations. Dans les importations, c'est 35 points. C'est 35 points et derrière les services et le commerce, 40%. Donc c'est l'aval qui gagne aujourd'hui sur ceux qui travaillent. Et on peut se poser la question de notre sécurité alimentaire quand moins d'un quart de la valeur ajoutée est touchée par ceux qui travaillent, c'est-à-dire les agriculteurs et les industries agroalimentaires, petites ou grandes. Tony, à la fin, c'est toujours une question d'argent. Et rappelez-vous, en 1949, les premiers pas d'Édouard Leclerc à Landerneau, c'était cette logique d'acheter moins cher
pour essayer de vendre pas cher. Sauf que les Français se trompent aujourd'hui, les distributeurs, ils achètent moins cher et ils vendent plus cher. Ce n'est plus la promesse initiale. C'est-à-dire que... C'est sourcé, ça ? Mais bien entendu que c'est sourcé parce que avec mes étudiants au sein de mon master, j'adore effectivement les amener dans les magasins. Et leur dire, vous achetez votre viande hachée. Les jeunes adorent les burgers, adorent ça. Donc résultat, la viande hachée chez les jeunes, dans la génération Z, moins de 35 ans, ils adorent ça. Mais au bout du compte derrière, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que quand on fait des relevés en Bretagne aujourd'hui, on s'aperçoit que le steak haché est en gros entre 18 et 19,50 € du kilo, quand chez les artisans bouchers, nos commerçants... Combien de matière grasse dans le steak haché à ce prix-là? Eh bien, généralement, 15%. Et au bout du compte, derrière, on s'aperçoit que chez les bouchers artisans, le steak haché est 2-3 € moins cher. Vérifiez encore, là, sur le bassin d'Arcachon. Et donc, en fait, les Français ont une image qui est mauvaise. Parce que, chez moi, je dis toujours, c'est le coco de Paimpol qui finance le Coca d'Atlanta. C'est le chou-fleur de Saint-Paul qui finance le Coca d'Atlanta. Ça veut dire quoi? Aux pensions de retraite. Par rapport aux pensions de retraite, non, mais simplement par rapport à une chose qui est toute simple, c'est que aujourd'hui le distributeur, sa part de marché est définie par son image prix. Et donc le fait d'avoir une image prix, et cette image prix qui soit aussi pertinente, il la travaille à travers ses budgets com, ses centaines de millions déversés. Mais la permanence de son image prix lui permet d'avoir une part de marché qui augmente. Et donc aujourd'hui, 3 enseignes ont particulièrement réussi à faire passer cette image de discounter. Mais quand on y regarde de plus près, aujourd'hui on vend du Coca à ce qu'on appelle au seuil de revente à perte plus 10%, c'est la loi. Du cola. Du cola. Du cola à SRP plus 10%. Mais au bout du compte derrière, pour gagner leur vie, les distributeurs ont besoin de bien plus de 10% de marge. Ils ont besoin de 35 à 40 points. Et donc ils vont trouver d'autres produits, les produits de nos terroirs, ceux qui construisent finalement notre socle aussi d'emploi en région, et c'est ces produits qui vont supporter des coefficients incroyables. On peut donner un exemple, un chou-fleur aujourd'hui, un chou-fleur cet hiver. Un chou-fleur qui était vendu au marché au cadran, 30 centimes plus les coûts logistiques, 50 centimes, mais qui se retrouve à 3,50, voire à 4 € à Paris. Mais quel est le sens économique à cela? Ça veut dire que le producteur, lui, il ne gagnerait sa vie à 80 centimes. 1 € le chou-fleur, il gagne sa vie. On lui refuse ce prix. Par contre, d'autres utilisent des multiplicateurs x4, x5, x6 pour gagner leur vie sur ce chou-fleur. Et c'est la même chose sur des œufs bio. J'expliquais dernièrement que des œufs bio vendus à 45 centimes, mais que le producteur n'en touche que 15 ou 16. Mais que derrière, effectivement, il n'y a pas beaucoup de transformation dans un œuf bio. Mais quelque part, certains s'arrangent pour effectivement prendre les multiplicateurs qui ne prennent pas sur le cola. Quand on achète un prix, il y a 3 possibilités. Soit vous négociez avec le cola, soit vous négociez le cola, et dans ces cas-là, que vous soyez Carrefour, que vous soyez Intermarché, U ou Leclerc, vous pesez à peine 0,6-0,8% de la part de marché mondiale chez Cola. À partir de là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que là, d'un côté, il y a un rapport de force qui s'équilibre. Mais dès qu'il s'agit d'entreprises plus petites et qu'on quitte les multinationales pour venir sur les coopératives agricoles ou pour venir sur des ETI, des entreprises de taille intermédiaire, à partir de là, effectivement, c'est beaucoup plus violent. C'est-à-dire que... J'aimerais comprendre, beaucoup plus violent dans quel sens? Beaucoup violent. Plus de négociations? Vous arrivez pour vendre un produit et vous dites ce produit, je le vends à 5 €. Les distributeurs chercheront toujours à l'avoir le moins cher possible. Pourquoi ? Parce que c'est indispensable pour eux que de pouvoir avoir cette image des prix bas. Et cette image des prix bas, derrière, elle crée la part de marché. Et s'il n'y a pas de part de marché, les actionnaires ne suivent pas. Et on ne rentre pas l'argent en grande distribution. C'est le volume qui fait derrière effectivement l'argent. Parce qu'on y viendra peut-être aussi, dans le fond derrière, ce système est mis en place pour rémunérer ceux qui sont propriétaires de ces enseignes.